Là, on va parler presque d'un libertaire aussi, Raymond Lefebvre. Alors, Oui, pas tout pas à tout fait, à fait, mais pas tout à fait, mais presque. un pacifiste, oui. Bon, alors, on va parler de Raymond Lefebvre et puis surtout de ton livre La Révolution et la mort, Mhm. justement que tu as publié en 2023 aux Oui. presses universitaires de Dijon. Mais avant d'en parler, pour que les auditrices et les auditeurs de Radio Libertaire te connaissent mieux, on va faire un peu, disons, tu vas me dire un peu ce que tu as fait auparavant. Bon, je sais que tu étais professeur, enfin que tu es toujours professeur d'histoire et tu as enseigné d'abord à Paris, et puis j'ai vu à Londres, à Montréal, Mhm. et enfin, bon, alors là, c'est un peu classique si on veut, mais ensuite surtout à Moscou. Et à Moscou, j'ai travaillé au service culturel et j'enseignais en parallèle au MGIMO, qui est l'Institut des Relations Internationales. Mais là, on est dans les années 90, donc tu me replonges presque 30 ans en arrière. Voire plus. Et donc, voilà, c'est très, très loin. Mais non, j'ai pas enseigné dans le secondaire à Moscou. J'avais quelques cours dans le supérieur et je m'occupais en fait j'ai d'abord été lectrice et puis je m'occupais de la médiathèque du Centre culturel français et du bureau du livre de l'ambassade de France. Voilà. Et en particulier du programme d'aide à la traduction à un moment, donc, les années 90, qui est la période Eltsine. Voilà. Est-ce que tu en as profité pour apprendre un peu le russe? Le russe, en fait, je l'ai appris au lycée. Ah, Je l'ai beaucoup perdu depuis les années 90, mais j'avais commencé à l'apprendre depuis le lycée en Bourgogne. Voilà. Et je l'ai jamais complètement quitté, même si je ne le parle plus du tout couramment comme je le parlais à la fin de mon séjour. Voilà. et Je tu es voudrais resté juste Oui, pardon. je suis restée 3 ans. Je suis restée 3 ans à Moscou. Voilà. On est parti en septembre 99, donc voilà, ça fait quand même très très longtemps déjà. Je voulais juste ajouter que le livre sur Raymond Lefebvre, La Révolution et la mort, est coédité avec Denis Pernaut, qui est professeur à l'université Paris 13. Voilà, je voudrais le préciser parce que je suis pas toute seule dans cette aventure. Et donc, voilà, et c'est aux éditions universitaires de Dijon, donc qui sont en Bourgogne. Alors, tu es historienne, bien sûr, mais tu es aussi chercheuse. Je vois que tu fais beaucoup de colloques, de conférences, de journées d'études. Tu Mhm. participes à tout ça. Et puis, j'ai vu aussi, alors je ne sais pas si c'est vrai, tu vas me le préciser, que tu as même participé à un film qui s'appelle Touche pas aux soviets, de à la fois Yves Thomas et Patricia Mazui. Alors, Patricia Mazui, on la connaît bien comme cinéaste, comme Tout metteur à en fait. Alors, scène. en fait, c'est pas un film, c'est un projet de film. C'est un projet de film qu'a eu ma sœur après avoir lu le livre issu de ma thèse, quelque chose comme 15 ans ou 20 ans après sa sortie, je sais plus exactement quand ça naît. Voilà, mais c'est un projet de film parce que ça, c'est censé se passer dans la Russie soviétique de la fin des années 20, de la fin de la NEP, et que c'est un film qui, pour tout un tas de raisons, coûte très cher et peut pas se faire actuellement. Mais effectivement, elle m'avait demandé de la conseiller d'un point de vue historique et sans être sur la vérité, au moins qu'il y ait une certaine véracité, comme de lui dire non au congrès de Bakou, tu peux pas avoir plein de bananes, Patricia, c'est pas possible, ça peut pas correspondre à l'époque. Et puis même si on est à Bakou, voilà, on est un peu loin de ce type de choses. Voilà, c'était quelque chose bon, peut-être ça se fera un jour, mais j'ai un petit peu peur parce que c'est un projet qui coûte très cher et qui donc, bon, puis en plus il y a les circonstances actuelles qui font que même si on peut tourner ailleurs, que en Russie, pour filmer la Russie des années 20, c'est un projet compliqué. Mais oui, oui, c'est quelque chose qui est un petit peu... Mais bon, j'espère arriver à initier un projet de documentaire autour de Raymond Lefebvre. Donc, bon, c'est pas Bon, complètement... donc les projets de cinéma continuent. Voilà, c'est pas Et alors, complètement perdu du côté du cinéma, et, du moins.
peut-être. Et tu as parlé de ta thèse. Alors, qu'est-ce que c'était le thème de ta thèse? Alors, le thème de ma thèse, qui est encore aujourd'hui une partie de mes recherches, c'est en fait le rapport à l'URSS des Français à travers le voyage ou les séjours qui sont pu effectués dans la Russie à partir de la Révolution de 17, enfin des révolutions de 17, jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, même si j'ai un petit peu débordé et travaillé sur quelques voyages des années 50. Voilà. Et donc, bon, je me suis intéressée à ces milliers, environ 10 000 Français partis en URSS. Et puis ensuite, j'ai un petit peu resserré la focale et j'ai un petit peu exploré autour de quelques-uns de ces voyageurs, notamment un écrivain qui s'appelle Jean-Richard Bloch, qui est un écrivain qui a un parcours vers le communisme long et qui va passer en fait toute la guerre en Union soviétique, la Seconde Guerre mondiale, et sur lequel je travaille encore à l'heure actuelle, parmi d'autres. Voilà, j'ai quelques personnes comme ça qui font partie de mes recherches au long cours et qui pose la question centrale qui est finalement, qui résume un peu ce que je fais, qui est sur l'engagement politique, hein, quel qu'il soit, puisque j'ai aussi travaillé, là on remonte à encore plus longtemps que ma thèse, sur l'engagement pacifiste autour de recherche autour d'une association des années 30 qui s'appelle le Rassemblement universel pour la paix, le RUP, qui est une association qui montre bien l'éclatement, les divisions des pacifistes dans les années 30, puisqu'au départ, il y a énormément de monde et que avec la problématique de l'antifascisme, ça va se complexifier, cette histoire. Voilà, donc l'engagement est vraiment au cœur de ce que je peux faire, et c'était au cœur du projet autour de Raymond Lefebvre, qui est né un petit peu par hasard. En fait, c'est quand je travaillais sur l'exposition André Clodo, on peut parler rapidement, qu'à la bibliothèque Jean Mectron, qui se trouvait rue Malherbe, qui aujourd'hui est intégrée dans l'Humathèque du campus Condorcet, le fond de la bibliothèque du Centre d'histoire des mouvements syndicaux et sociaux. Je cherchais en fait des choses sur Clodo, et notamment l'autobiographie qu'il avait envoyée à Jean Métron pour écrire sa notice dans le dictionnaire des mouvements ouvriers français. Et puis la bibliothécaire responsable donc de la bibliothèque Jean Métron, Barbara Ressano, me dit: Rachel, j'ai quelque chose pour toi. C'est une correspondance amoureuse, c'est des lettres d'amour. J'ai pas identifié qui, mais de toute évidence c'est lié au voyage en URSS, donc ça devrait t'intéresser. Et c'est comme ça que je suis arrivée sur Raymond Lefebvre et Mela Mutter, voilà, dont on va parler maintenant, je suppose. Parce que ton intérêt pour Raymond Lefebvre, bon, on va reparler beaucoup de ce livre, mais André Clodo, lui, il s'était surtout intéressé à son ami Verja. Oui. Et il avait fait un dessin dans le Libertaire en 1920, donc qu'il intitulait « En revenant de Moscou, tragédie ». Parce qu'effectivement, c'est cette tragédie qui fait beaucoup parler aujourd'hui de ces trois militants. Voilà, tout à fait. Donc, effectivement, André Clodo fait partie de ceux qui vont reprendre l'histoire de ce naufrage, donc naufrage au large de la mer de Barents, après le deuxième congrès de l'Internationale Comintern, auquel étaient conviés Lefebvre comme délégué et Verja et Le Petit, donc deux militants syndicalistes, anarcho-syndicalistes, qui vont l'accompagner, qui assistent au congrès à partir de Moscou. Ils partent le 7 août 1920. Ils vont repartir début octobre, pas très loin de Mourmansk, et de là, sur une barque avec un traducteur, ils espèrent gagner les côtes de Norvège, parce que bon, on est dans un cadre où la Russie des Soviets est toujours sous blocus. Il y a les Finlandais qui torpillent les bateaux au large, et de ce fait, ils sont un peu clandestins.
et ils ne peuvent pas repartir par la voie normale, par le train, même si la guerre est terminée. Donc, ils cabotent. Certains vont faire la même chose sans sombrer dans la mer. Ils vont se faire arrêter en Norvège. Je pense à Balabanova, par exemple, Angelika Balabanova, qui est une des communautés qui fait ce voyage quelques jours après eux, sans mourir. Et le drame de ce naufrage bouleverse en fait les socialistes et puis une partie de la gauche au début du mois de décembre. La nouvelle met longtemps pour arriver dans la presse. Je ne sais pas exactement quand est-ce que le Comintern décide de dire qu'ils sont morts, mais toujours est-il qu'au début du mois de décembre, on commence à voir les premiers articles avec immédiatement du côté de la presse de droite une polémique qui est ce sont les bolcheviks qui les ont poussés à la mer. Voilà, et donc on a en fait début décembre une conjonction entre des articles polémiques et puis une série d'hommages dans la presse encore socialiste, puisqu'on est pré-congrès de Tours, donc l'Humanité, le Populaire, etc., mais aussi dans la presse anarchiste de l'époque, et effectivement ce fameux dessin Clodo où on voit trois hommes en train de sombrer avec au cœur la figure de son ami Marcel Verja, qui porte une moustache. Donc c'est comme ça. Et pourquoi on dit son ami? Il le connaissait personnellement, tu penses? Oui, il le connaissait. Oui, il le connaissait. Dans les témoignages qu'on a de Clodo, on sait que, alors je ne sais pas exactement dans quelles circonstances ils s'étaient rencontrés, mais oui, il le connaissait personnellement et ça explique effectivement son dessin, même si à ce moment-là, Clodo est en fait le seul dessinataire du Libertaire. C'est quelque chose qu'on a un tout petit peu effectivement oublié, mais il fait partie de ces disciples de Staline, de grands jouants qui vont effectivement dessiner beaucoup dans la presse, et donc en particulier, pas seulement, mais dans le Libertaire, entre 20 et 23, avec ce fameux dessin. Clodo, par la suite, va dire que ce naufrage va le faire changer d'avis par rapport au communisme, parce que donc l'idéal révolutionnaire le touche aussi profondément, comme beaucoup de militants de gauche et d'extrême gauche de l'époque. En fait, il reconstruit l'histoire, Clodo, parce que les anarchistes vont basculer dans la théorie du complot que un an après, en 1921, c'est-à-dire au moment où la répression anarchiste, après Kronstadt, après tout ce qui peut se passer du côté de la Russie, où effectivement on va voir arriver des voyageurs anarchistes qui ont pour mission de débusquer un peu cette vérité. Alors que Verja et Le Petit sont pas des convaincus de la Troisième Internationale, mais il y a quand même derrière un chevillé au cœur l'idéal révolutionnaire qui fait qu'ils ne sont pas non plus totalement défavorables aux soviets, en tout cas si on lit leurs articles qui sont publiés dans la presse anarchiste, en particulier dans le Libertaire, avant leur décès. Ça c'est certain. Et donc au départ, les anarchistes, ils sont dans l'hommage, ils sont dans l'éploration, ils sont dans la sidération, comme du côté des socialistes, où là, on met au cœur évidemment le fait, mais où Verja et Le Petit sont aussi honorés à l'ouverture du congrès de Tours. Donc peu de temps après, on a effectivement un discours qui célèbre les trois et en fait des héros, quoi. Pour moi, Le Fel fait partie des premiers héros du panthéon communiste au sens propre du terme, même si sa figure est ensuite un peu oubliée par le parti ou ramenée avec celle d'autres plus connus comme Barbus ou Vaillant Couturier, son ami. Alors justement, André Clodo a choisi Verja, qui était déjà lui un opposant à la Première Guerre mondiale. Oui. Je crois qu'il était déjà lui aussi militant syndicaliste, mais aussi pacifiste. Et puis Le Petit aussi, qui a été un anarchiste syndicaliste et qui, lui, alors aussi, était assez proche de Louis Lecoing. Il a soutenu Louis Lecoing et il était alors lui aussi complètement pacifiste.
C'était Oui. donc 3 pacifistes presque qui partaient. C'était 3 pacifistes. Alors, je connais moins bien la trajectoire de Vergès-le-Petit que celle de Lefebvre. Lefebvre, il arrive au pacifisme après 1912-1913. Bon, Lefebvre fait partie d'une famille protestante bourgeoise. Son père était directeur d'une agence immobilière, si je me trompe pas. La mère était au foyer. Bon, voilà, on est dans un milieu bourgeois. Et en 1909, donc là, il est lycéen, il est à Janson-de-Sailly, il fait déjà partie d'un petit groupe d'étudiants engagés, dont son meilleur ami Paul Vaillant-Couturier, donc figure connue par la suite, mais avec 2 autres figures moins connues qui sont Guy de la Battue et Jean Despouy. Ils animent un petit groupe de jeunes gens qui se cherchent un peu, puisqu'en 1909, on le voit aussi bien assister à la cérémonie qui s'oppose à l'exécution de Francisco Ferrer en Catalogne, donc la deuxième manifestation, si je ne me trompe pas, du 13 octobre 1909. Et puis, 2 mois après, il est inculpé parce qu'il participe à une manifestation pour défendre un professeur royaliste avec les camelots du roi. Donc, il se cherche un peu, et c'est Paul Vaillant-Couturier qui, à partir de 1912, là, il l'entraîne aux manifestations du 1er mai, donc des grands cortèges syndicaux, qui va vraiment l'entraîner vers la gauche. Et le début de son service militaire, qui le confronte à l'armée, fait que il y a un rejet de la guerre qui se traduit dès 14, même si, en fait, du fait de sa santé, il a des problèmes de bronches très vite décelés. Et donc, au début de la guerre, il est réformé. Mais dès le printemps 1915, on se dit qu'on a besoin de plus d'hommes, donc il est affecté comme brancardier, il n'est pas mis en première ligne. Et là, il va se porter volontaire pour partir en première ligne. Il va donc être très exposé. Et si je le suis, j'ai de la correspondance à partir de 1917. On a un peu moins de choses avant. On en a un petit peu dans la correspondance qu'il peut entretenir avec Barbus ou avec Paul Vaillant-Couturier, mais c'est un plus petit fond que la correspondance avec donc Mélanie Terre, sa maîtresse, dont on reparlera. Si je le suis, c'est un peu, il va en première ligne pour dénoncer les horreurs de la guerre. Voilà. En tout cas, je pense que très tôt, c'est ça. Les premiers comptes pacifistes, ils apparaissent dès 1915, au moment où il adhère à la SFIO, donc le grand parti socialiste de Jaurès. Mais lorsqu'il était justement infirmier, on dit que, je pense que je l'ai lu dans ton livre, Brancardier, pas infirmier, brancardier, mais donc que récupérer les blessés, les morts. Auprès des blessés, il faisait déjà de la propagande pacifiste. Alors, oui, il était effectivement, je dis, dès le départ, c'est vraiment un engagement pour la guerre. Et il y a chez lui ce qu'on certains ont appelé une sorte de pornographie de la guerre, c'est-à-dire dénoncer la guerre à travers, en montrant, en détaillant tout ce qu'elle a de plus horrible. Donc, par exemple, dans une lettre à Mélanie Terre très vite après la rencontre, il lui propose, alors qu'il est convalescent dans un hôpital, de demander si elle peut assister à une laparotomie pour pouvoir la dépeindre. Elle est artiste, peintre, pour dénoncer ce que peut faire la guerre sur les corps. Voilà. Et dès 1915, on a ces comptes pacifistes qui sont publiés dans la presse de gauche, Populaire et l'Image, je crois, qui apparaissent. Donc, c'est effectivement très tôt. Et la guerre des soldats, dont on va reparler, ah oui. c'est écrit en 1916 et terminé en 17. Ça ne paraîtra qu'en 1919 parce que la censure en 17 interdit la publication. Il interdit la publication parce que ça paraît comme étant beaucoup trop pacifiste aux censeurs, et ça paraît une évidence.
Voilà. Et de la même façon, 1916, c'est le moment où il entre en contact avec Henri Barbusse et au moment où va naître l'idée de ce groupe et de ce journal en premier lieu, qui va devenir une revue à partir de 1921, qui est le groupe Clarté, qui regroupe donc des intellectuels pacifistes, mais aussi révolutionnaires. Mais révolutionnaire vient après le pacifisme chez Lefebvre. Oui, alors effectivement, quand on lit la guerre des soldats, on sent vraiment avec les... Alors je dois dire d'abord que ce fameux livre, La guerre des soldats, vient d'être réédité très récemment en 2022, donc par un petit éditeur qui réédite des livres anciens. Je pense que ça vaut la peine, on en reparlera tout à l'heure, parce qu'il voulait dégoûter les gens de la guerre. Je veux dire, il y a des descriptions qui sont que j'ai jamais lues ailleurs. Parce que, bon, même dans les récits de Jean Giono, dans des récits assez durs sur les blessés, sur les plaies, sur les morts, là, vraiment, il en fait. Voilà. Alors, d'autre part, lui. Ah oui, vas-y. Oui. Pardon, c'est justement ce que montre Nicolas Bianchi dans son article dans l'ouvrage qu'on a publié avec Denis Pernaut, c'est qu'effectivement, c'est pas totalement antimilitariste, et Nicolas Bianchi le montre en montrant qu'il est plutôt indulgent par rapport aux cours des sessions de justice et qui montre les juges d'un point de vue plutôt humain, plus avec une relative empathie. C'est pas non plus totalement socialiste. C'est plus, selon lui, on est plutôt sur un socialisme qui serait fondé sur du rousseauisme, de l'humanisme, etc. Mais par contre, c'est effectivement profondément pacifiste 20 ans avant Giono, puisque ça va finir par paraître en 1919, et Nicolas Bianchi explique l'insuccès de l'ouvrage et de ceux qui vont suivre, qui sont aussi des livres pacifistes, de Léon Verte, de Florent Parmentier, par exemple, ou de Bernier, par le fait qu'en 1919, on ne peut pas être encore pacifiste comme Giono peut l'être, ou comme Chalet, ou comme d'autres peuvent l'être dans les années 30, où là, le pacifisme est beaucoup plus largement partagé. Même si, on l'a dit tout à l'heure, ça va se complexifier, je dirais à partir de 36 ou de 33, de l'arrivée d'Hitler. Mais malgré tout, voilà, on est encore quand même dans les cérémonies patriotiques, et je ferai le parallèle avec les deux films d'Abel Gance, J'accuse. Le J'accuse de 1919, quand on me dit que c'est un film pacifiste, moi je dis, regardez bien, non, on est dans le patriotisme. Évidemment, on montre la souffrance des soldats, mais la patrie reste quand même quelque chose qu'on ne va pas remettre en cause, et la guerre reste légitime, comme le montrent les cérémonies du 11 novembre 1919, par exemple, où c'est très cocardier, où d'un point de vue diplomatique, ce qui se passe entre la France et l'Allemagne, qu'on essaye à tout prix, le traité de Versailles, on le sait, veut mettre l'Allemagne à genoux, et Clémenceau n'est pas du tout sur des positions pacifistes, clairement non. Donc, la guerre des soldats, c'est un texte écrit en 1916-17 qui est censuré parce qu'effectivement, on ne peut pas faire paraître un texte pacifiste, qui n'est plus censuré quand il part en 19, mais qui rencontre pas du tout l'esprit du temps. Il l'aurait publié en 29, il aurait sans doute eu beaucoup plus de succès qu'il n'en a eu. Alors, il faut dire que c'est pas que Lefebvre, c'est écrit à deux mains avec Paul Vaillant-Couturier, avec, je crois qu'il y a 188 pages de Lefebvre, 166 de Paul Vaillant-Couturier, et puis il y en a 16 écrites vraiment conjointement. Et donc, on a un petit peu deux styles, de tonalité, mais du côté de Lefebvre, le pacifisme est vraiment ce qui est effectivement prédominant. Et je pense que ça aurait été réécrit complètement en 19, ce qu'il n'avait pas le temps de faire, ça aurait sans doute eu un sens plus révolutionnaire, peut-être plus dogmatique, parce que 19, c'est vraiment l'année du tournant révolutionnaire chez Lefebvre et de son engagement pour la révolution bolchevique. Dans ce livre où on parle des jugements des tribunaux militaires,
Alors, on ne sait pas, comme tu dis, qui a écrit les textes, parce que c'est jamais dit Si, on comme le tel. sait. On le sait quand Si, même. on le sait. Si, on Alors, je le ne sais sait. pas sur les tribunaux, mais C'est je plutôt sais pas. Lefebvre. C'est C'est plutôt plutôt Lefebvre, Lefebvre. parce qu'il Oui. y a un travail énorme d'avocats pour Mhm. défendre ces soldats qui sont condamnés. Et Et à ce tout moment-là, simplement, c'est pas. Parce qu'ils arrivent à convaincre le juge par humanité, à réveiller l'humanité des juges militaires, ce qui n'est pas facile. Et à ce moment-là, effectivement, ils arrivent à obtenir que le soldat ne soit pas condamné, fusillé, comme il y en a beaucoup qui ont été fusillés. tout à fait. Alors, effectivement, en fait, c'est tout simplement normal que ce soit des textes écrits par Raymond Lefebvre, parce qu'en 1915, il commence comme brancardier et ensuite, il est nommé avocat au Conseil de guerre. C'est ça. Sachant que Lefebvre est diplômé de philosophie, de géographie, de l'École libre des sciences politiques, mais aussi, surtout en droit à la Sorbonne, et que donc, sans avoir passé le concours du barreau, il se mobilise contre la loi des 3 ans en 1913, et il est relativement donc bien placé à une époque où on ne requiert pas des professionnels complètement pour être l'avocat de ces pauvre R qu'il décrit dans la guerre des soldats. Donc oui, les textes qui se passent devant les tribunaux de guerre, c'est des textes écrits par Lefebvre, même si Jean Norton Crue, donc dans son ouvrage de la fin des années 20 sur les récits de guerre, trouve que Lefebvre est vraiment, n'a pas d'expérience réelle du feu et qu'il est vraiment complètement éloigné de la réalité. Jean Norton Crue avait la dent dure pour beaucoup de gens. Il a la dent beaucoup trop dure pour Lefebvre parce que là, sur les tribunaux de guerre, c'est vraiment son expérience, même s'il fait passer un discours pacifiste d'une manière, à sa manière, très exaltée, dont on a un peu déjà parlé. Alors, il est blessé pourtant à la guerre, Lefebvre. Alors, il est blessé, effectivement. Il ne faut pas oublier que se porter volontaire comme brancardier en première ligne, c'est être susceptible de se recevoir les bombardements des premières lignes. Et donc, en 1916, effectivement, dans la zone de Verdun, il subit une commotion cérébrale très forte qui fait qu'il y a même un moment où on croit qu'il est déserteur et qui va lui valoir une première série d'hospitalisation. Voilà. Donc oui, il est éprouvé. Même s'il n'a pas combattu, même s'il n'a pas tué, il est effectivement, il a connu le front en première ligne et toutes ces horreurs qu'il veut faire. Qui décrit dans les hôpitaux voilà. ce qu'on reçoit avec les horreurs de ce qui a été provoqué par la guerre, quoi. Voilà. Alors, maintenant, il faudrait savoir pourquoi il a été délégué au 2e congrès du Comintern à Moscou. Pourquoi il a été choisi, lui qui est un intellectuel? Bon, est-ce qu'il était pas syndicaliste? Comment se retrouve-t-il là-bas? Tout simplement parce que, donc, je disais, 1919, c'est vraiment l'année de son basculement révolutionnaire. Il publie le manifeste des intellectuels combattants français avec Henri Barbusse et Paul Vaillant-Couturier. En novembre 17, ils ont fondé l'ARAC, l'Association républicaine des anciens combattants. Il ne faut pas l'oublier, c'est l'un des 3 grands fondateurs de l'ARAC avec Barbusse et Vaillant-Couturier. Et puis en 18, alors on a un Lefebvre qui en 18-19 est un petit peu loin de la scène politique parisienne ou nationale, tout simplement parce qu'il est malade. Il sort de la guerre, il est en fait plutôt que les autres, plutôt que Vaillant-Couturier, tout simplement parce que eh bien il a les branches totalement rongées par une tuberculose dont il va essayer de se débarrasser pendant plus de 2 ans. C'est que à l'automne 1919 qu'il est considéré quand même à peu près guéri. Et à ce moment-là, on voit un Lefebvre qui va évoluer. Là, on repart en arrière jusqu'à en octobre-novembre 18. Début 19, il est wilsoniste. Il pense que Wilson et ses 14 points pour la paix peuvent être suivis.
Et puis, progressivement, mais en même temps, il est exalté par ce qui peut se passer en Russie, bien sûr, mais aussi en Allemagne, en Autriche-Hongrie, c'est-à-dire tous les phénomènes révolutionnaires qui vont évidemment s'écrouler. Mais en tout cas, c'est des choses qui l'exaltent. Donc, on le voit progressivement, effectivement, partir de ce côté-là. Dans la guerre, très tôt, il fait partie des minoritaires socialistes qui sont donc pacifistes, sans être radicalement dans l'opposition. Il ne quitte pas la SFIO. Et c'est pour ça qu'au Congrès de Tours, il va être honoré avec les deux autres. Il n'est pas fractionnel en 1917. Mais il est bien parmi les minoritaires. Et donc, ce parcours de plus en plus révolutionnaire, avec l'importance donc de cet idéal de la révolution russe, de la révolution bolchevique, qui est la seule qui semble réussir à se maintenir, va faire qu'il va adhérer au Comité pour la Troisième Internationale en 19. Ils sont pas si nombreux, et qu'à partir de là, même si on peut se méfier un peu de lui parce qu'il a un tempérament très exalté et donc il a un côté un peu incontrôlable, il va faire partie de ceux, effectivement, de ces heureux élus qui vont être choisis pour être délégués au deuxième congrès. Il ne participe pas au premier, de l'International, où on va retrouver aussi Marcel Cachin, enfin des gens comme ça, qui, eux, y arrivent légalement parce qu'ils sont députés que Lefebvre a essayé de devenir, puisqu'il se présente aux élections en 19, mais contrairement à Vaillant Couturier, il n'est pas élu. Voilà. Et on a au début de 1920, au moment où il a retrouvé à peu près sa santé, un Lefebvre qui va multiplier les conférences pour essayer, dans différents endroits de France, le Limousin, mais aussi le nord de la France en particulier, où les congrès qui vont aboutir au congrès de Tours. Il ne faut pas se dire, en fait, tout ce congrès de Tours. En fait, les spécialistes du congrès de Tours disent maintenant que c'était déjà joué avant. Le basculement de la majorité des socialistes vers la SFIC, le nouveau parti communiste, c'était déjà joué avant. Et Lefebvre fait partie de ceux qui vont essayer de convaincre les militants de rejoindre les oppositionnels contre un peu les caciques du régime, les caciques, pardon, de la vieille maison, les caciques de la SFIO contre laquelle il se bat. Et on a Lefebvre qui va faire des discours enflammés à côté de Lille, dans la région de Béthune, etc., au printemps 1920, et qui, effectivement, et donc de ce fait, fait partie de ceux qui vont être choisis comme délégués de la Troisième Internationale. Ce qui est pas le statut de Verjailles le Petit, parce que on s'en méfie. Mais il faut pas oublier que dans les premiers congrès du Comintern, il n'y a pas que des gens qui sont des ouvriers ou des syndicalistes. Il y a des intellectuels, à commencer par tous les intellectuels français de ce qu'on appelle le groupe communiste français de Moscou, ceux qui étaient à Moscou avant la Révolution, et qui travaillaient souvent pour la mission militaire française, comme Jacques Sadoul ou Pierre Pascal. Marcel Baudy. Alors, Marcel Baudy, on n'est pas sur un intellectuel au départ, donc c'est un peu plus compliqué que ça, même si effectivement, voilà. Mais on a aussi évidemment des intellectuels dans cette nébuleuse révolutionnaire. Là, on va reparler de ce fameux congrès de Moscou qui s'est tenu du 23 juillet au 4 août de 1920. Et alors, est-ce qu'il y avait beaucoup de monde dans ce congrès? Ça représentait quoi? Des centaines de délégués. Alors, ça se passe d'abord à Pétrograd, puisque ça s'appelle encore Pétrograd, donc l'actuel Saint-Pétersbourg qui deviendra Léningrad après la mort de Lénine. Mais nos trois n'y sont pas encore. Ils arrivent à Moscou donc en août, où vont arriver des délégués. Et on a donc des séances de congrès, de discussions, etc. Mais on a aussi tout un tas de manifestations qui sont tout autant pour montrer la révolution aux délégués qui arrivent de l'étranger que des manifestations de pouvoir aux yeux de la population. Il y a tout un tas de photographies, notamment dans des fonds suisses liés, alors j'ai oublié le nom du militant, mais bon,
ou alors les fonds de Souvarine aussi, qui nous apportent des photographies qui montrent cette exubérance révolutionnaire avec des lieux pavoisés, etc. Et donc des discussions du côté des congrès. Si on prend donc eux, ils arrivent à Moscou. Où là on est plus dans le congrès relativement classique. Ils arrivent à un moment où, comme je le disais tout à l'heure, la Russie est encore en guerre civile, et en guerre contre des puissances alliées. Le blocus n'est pas complètement terminé, et la population subit cette guerre civile qui a suivi la Première Guerre mondiale de manière brutale. Donc on est face à une Russie où il y a des problèmes de vivres, des problèmes de chauffage. Bon, là c'est l'été, donc c'est pas très grave. Et évidemment, nos trois comprennent relativement assez rapidement qu'ils sont beaucoup mieux traités que la moyenne de la population. C'est clair et net. Leurs conditions de vie, et notamment d'alimentation, n'est pas celle du quotidien des moscovites de 1920. Il ne faut pas oublier que dans la foulée, on a une année de famine avec un appel à l'aide internationale qui va suivre et qui montre donc qu'on est dans une situation très difficile. Mais quel que soit en fait le mandat, ils sont quand même si certains ont des réserves, et c'est le cas de Le Petit et Verja plus que de Lefebvre, à mon sens, ils sont quand même là par un idéal révolutionnaire. Et même Le Petit, si tu prends ce qu'il écrit, qui va être publié après sa mort dans le Midi Rouge, ce qu'il écrit en septembre, la révolution enfante dans le sang et dans les larmes, je te le lis, c'est une lettre qui est publiée le 12 décembre dans Midi Rouge, dans la peine et dans la douleur, mais l'essentiel est qu'elle donne naissance à quelque chose de sain et de beau. Je crois que, malgré toutes ses fautes, la révolution russe, qui n'en est encore qu'à sa première période, pourra, si les autres peuples savent l'aider, procurer une société véritablement belle. Mais encore faut-il que les prolétaires de l'Occident ne l'abandonnent pas à ses propres forces. Voilà. Donc, il ne faut pas oublier ça, on est face à des gens. Alors, donc les deux syndicalistes sont mandatés par les minoritaires de la CGT. Ils ne sont pas des délégués officiels du comité de la Troisième Internationale. Cachin et Frossard, Ludovic Oscar Frossard, qui voyagent, qui sont deux députés, eux, ils sont mandatés par la SFIO. Et ça induit des différences de traitement du Comintern. On va moins se méfier de Lefebvre, qui est délégué du comité de l'international, qu'on se méfiera de Cachin et Frossard parce qu'ils sont mandatés par la SFIO. Voilà. Donc on a ça avec des grandes salles de congrès. C'est les premiers congrès qu'on va voir représentés dans des toiles par la suite, au moment du réalisme socialiste, où on voit des centaines de délégués ensemble qui écoutent différents discours, qui discutent, mais même si sur le papier, c'est quand même déjà écrit ce qui doit se conclure. Voilà. Alors, est-ce que justement Verja, Le Petit et Lefebvre sont repérés comme des gens qui ne sont pas tout à fait dans la ligne? Parce que je lisais aussi que Le Petit, alors dans ce fameux article du Midi Rouge, écrit extrêmement difficile de se faire une opinion exacte, d'abord parce que les officiels cherchent à ne nous laisser apercevoir que le bon côté, ce qui est normal. D'ailleurs, tous les personnes qui allaient à l'époque soviétique, je crois que tu en as parlé dans ton livre, on leur montrait surtout les bons côtés, et puis à nous dissimuler le revers de la médaille. Alors, et je lis, alors je crois que c'est dans la notice biographique de Le Petit, Le Petit, Verja et Lefebvre, du Métron donc, furent identifiés comme très critiques et au bout de quelques semaines, les autorités bolcheviques leur firent toutes sortes de difficultés dont la principale fut d'entraver leur retour en France. Alors ça, je crois que je l'ai lu dans la biographie, justement.
Alors, j'ai eu une discussion avec Guillaume Davrange, qui est l'auteur de la biographie de Jules Le Petit pour le Métron et pour le volume qui a été publié du Dictionnaire des anarchistes, dans lesquels donc cette notice figure. Je suis pas d'accord avec Guillaume Davrange. Je pense qu'il reprend une thèse qui a donc été celle des anarchistes, des libertaires à partir de fin 21-22, du complot, de ceux qu'on a voulu éliminer parce qu'ils n'étaient pas d'accord. Je suis pas d'accord avec lui pour différentes raisons. D'abord parce qu'il faut faire la différence entre Lefebvre et les deux autres. Très clairement, effectivement, Verja et Le Petit sont moins exaltés, moins convaincus. Moi, je suis persuadée, si on part vers l'Uchronie, que Lefebvre, il aurait fait comme son ami Paul Vaillant-Couturier une carrière au sein du Parti communiste, avec peut-être des atermoiements, des doutes, etc., mais que, en tout cas, au départ, il se serait engagé du côté des communistes. Quand ils sont à Moscou, c'est plus facile de leur cacher des choses, mais il ne faut pas oublier qu'après, ils vont partir après le congrès, en août jusqu'à début septembre, ils viennent à Moscou le 1er septembre, ils vont partir en Ukraine avec Victor Serge. Voilà. Victor Serge, alors on a un récit postérieur, maman il est plus communiste, donc on peut, voilà, mais Victor Serge, il pense comme moi qu'il n'y a pas eu de complot. Ce que je te disais, c'est qu'ils ne sont pas traités de la même façon les uns et les autres, on leur fait plus ou moins confiance, mais dans les circonstances très compliquées de cette guerre civile, de ce blocus, etc., vouloir éliminer des gens parce qu'on savait qu'ils étaient opposants, non. Non, non. D'autant plus que, comme je l'ai dit tout à l'heure, à l'automne, les jeux sont quasiment faits. Alors, effectivement, Verja et Le Petit sont pressés de repartir parce qu'ils veulent assister au congrès de la CGT. Voilà. Mais est-ce que c'est pour arriver avec des révélations? A priori, la lettre de septembre, même si effectivement il y a des doutes qui sont exprimés, même s'ils ne sont pas des communistes convaincus, et ils le seront pas par le voyage, il n'y a pas une rupture, une fracture. Ce que je t'ai dit, c'est dans la même lettre que ce que tu m'as cité. Donc non, je pense pas. Et de là, alors il y a des choses merveilleuses, notamment il y a un dessin dans le Pèlerin où on voit la barque abordée par un bateau soviétique et à coups de pelle, les trois sont poussés à la mer. Bon, non, je pense pas. Ils ont pu récupérer, ils ont pu malheureusement tomber sur un bateau finlandais. Mais surtout partir en octobre au large de Mourmansk dans la mer de Barents. C'est s'exposer à un temps qui n'est pas forcément excellent et comme ils ont voulu partir absolument, ils n'ont peut-être pas pris la meilleure journée pour partir, ce que fera plus tard donc Angelika Balabanova dont je te parlais tout à l'heure. Donc non, eux seraient sans doute revenus avec un discours qui aurait évolué vers l'anticommunisme, Verja et Le Petit, c'est sans doute possible parce qu'il y a tout un tas de choses donc, qui se passent en Ukraine qui fait que quand ils reviennent, ils sont secoués parce que là… Ils en parlent de ce qu'ils voient en Ukraine quelque part dans des récits. Non, on a quelques photos et puis on a le témoignage de Serge dans ses mémoires d'un révolutionnaire, etc. Voilà, qui fait penser qu'effectivement ils étaient secoués. Ensuite, donc ils arrivent à Moscou, ils repartent assez vite pour Petrograd d'abord, puisqu'il fallait passer par Petrograd pour gagner Mourmansk, plus au nord. Là, ils assistent à un procès et à une exécution qui va un peu les secouer aussi, hein, y compris Lefebvre, qui fait partie de cette répression de la Révolution, qui touche pas des anarchistes, mais voilà, qui va les secouer. Donc forcément, effectivement,
effectivement, ils savent très bien que tout n'est pas rose, mais il faut penser cet élan révolutionnaire, ce souffle révolutionnaire, et mettre des bémols et se dire que la révolution, enfin que les bolcheviks, à mon avis, avaient d'autres chats à fouetter à ce moment-là que de prendre le temps d'aller au large de la mer de Barents, faire chavirer une barque qui emmenait des gens qui n'étaient pas complètement convaincus, dont on pouvait se méfier, mais à une époque où le congrès de Tours n'était pas déjà fait, mais en tout cas, largement, le travail s'était fait dans les congrès précédents. Voilà. Donc, je n'y crois pas. Et j'ai essayé. Alors, la théorie de Guillaume d'Avranches est celle de dire oui, mais ils partent par un chemin très dangereux. On les a donc poussés à partir par ce chemin très dangereux. Oui, parce qu'ils sont clandestins et que partir par train, etc., ça veut dire se faire arrêter de toute évidence. Et pourquoi Cachin et Frossard, eux, peuvent partir par le train et partir donc par la Finlande, etc., parce qu'ils sont députés et que donc ils sont protégés par leur statut de député. Ils ont pu demander un visa. Là, on a aussi le témoignage de Cachin dans son journal qui nous permet de le suivre par à pas à l'aller et au retour. Et effectivement, il va dans la délégation voir les diplomates français pour chaque fois qu'il arrive à Réval, à Autre, etc. Il ne prend pas le même chemin à l'aller-retour, mais parce qu'ils jouissent d'un statut de député qui les met un peu à part par rapport aux autres militants, comme le fait Verja Le Petit, mais aussi comme Angelika Balanova, qui va se retrouver donc en prison en Norvège, parce qu'elle ne chavire pas, mais elle va se faire attraper par la police norvégienne. Il n'y a pas encore Interpol, mais toujours est-il qu'il s'agit de militants révolutionnaires. Donc, ils passent effectivement par des chemins qui sont les chemins possibles de l'époque. Simplement, ils ont sans doute voulu partir un jour qui était un jour où la mer était trop agitée et le bateau a sombré. En tout cas, moi, c'est vraiment mon hypothèse. Annick Riegel, qu'on ne peut pas suspecter de sentiments favorables au communisme au moment où elle fait cette recherche, avait même été regarder la météo, etc., et avait conclu dans le même sens que les propos de Victor Serge que je suis largement. Après, il y a des thèses très fantaisistes qui apparaissent dans la presse de l'époque autour de la polémique. C'est l'éclaireur de Nice qui dit qu'en fait, grâce à Victor Serge, ils essayaient de faire partir des icônes de Russie et donc ce trafic d'icônes leur aurait valu les foudres des bolcheviks qui auraient provoqué leur mort, quoi. Bon, bref. Mais là, on est du côté du rocambolesque et c'est plutôt anecdotique que réellement politique. Alors justement, quand on apprend leur mort en France, je vois que l'Humanité titre Raymond Lefebvre, Verja, Le Petit sont morts au service de la révolution sociale. Oui. Donc ça, c'est l'Humanité. Le Libertaire titre En revenant de Moscou, tragédie, mais il ne donne pas de précision. Et je crois que c'est surtout Le Figaro, le 1er décembre 2020, qui entonne justement ce complot anti-bolchevique qui va durer et qui va le faire prospérer, si on peut dire. Oui, complètement. Et qui va donc, à partir de fin 21 et surtout 22, être relayé par les libertaires, mais parce que derrière, comme je te le disais tout à l'heure, il y a eu Kronstadt, il y a eu tout un tas de choses qui font que effectivement ils suivent la presse, on va dire la presse bourgeoise entre guillemets, ou la presse de droite. Mais même au départ, l'Action française, par exemple, va s'incliner devant la majesté de la mort dans un article du 2 décembre, qui est avant celui du 4. Et au tout début, on a vraiment une émotion face à ce qui est considéré comme un drame dans pratiquement toute la presse. Le Petit Parisien titre La fin tragique de 3 syndicalistes de retour de Russie, en oubliant que Lefebvre est un peu à part. Et donc, il n'y a pas de polémique les tout premiers jours, voilà. Et c'est vrai que le premier choc passé, là, on va avoir une division complète
paysage de la presse, avec d'un côté des envolats lyriques du côté de l'humanité, mais aussi un peu du côté du populaire. Le Libertaire, le 5 décembre, dit qu'ils ont été victimes de leur idéal. Donc, tu vois, c'est vraiment, on en fait des héros martyrs de la Révolution, surtout du côté communiste, avec le bulletin communiste, avec des témoignages de Boris Souvarine, qui est incarcéré à la santé à ce moment-là, même s'il dirige l'hebdomadaire, mais aussi de Pierre Pascal, de Victor Serge, de Jacques Sadoul, etc., etc. Et on va voir effectivement des textes de Lefebvre lui-même publiés notamment dans Clarté, dans le journal qu'il a fondé avec Vaillant Couturier et Barbus en 19, où les extraits des lettres qu'il a envoyées à Méla Mutter, donc sa maîtresse, dont on n'a pas beaucoup parlé, l'artiste d'origine polonaise Méla Mutter, enfin, qui est polonaise à l'époque. Alors, 250 lettres, je crois que tu as retrouvé, 250 lettres. Alors, il y en a même encore plus que ça. Ah bon. Mais ça, oui. Là, c'est vraiment dans les archives. Je vois que, en tant qu'historienne, dans les archives, c'est très important, là, parce que tu as trouvé des archives pour Raymond Lefebvre, bien sûr, mais pour ton livre, enfin, pour le livre que tu as fait avec d'autres historiens. Mais si tu veux, là, pour retrouver ces lettres, comment ça s'est passé? Et qui était justement cette personne avec qui était Raymond Lefebvre? Je t'ai raconté un peu cette journée à la bibliothèque Métron où donc Barbara Rossana me dit, Rachel, il y a une correspondance amoureuse qui devrait t'intéresser, mais j'ai pas identifié. Et donc, on s'est aperçu que ces lettres étaient des copies, en fait, des lettres de Raymond Lefebvre, uniquement faites par le biographe de Raymond Lefebvre, qui s'appelle Shaul Ginsburg, parce que j'ai pas réussi à le retrouver. Peut-être que s'il entend cette émission, il se manifestera. Qu'un historien qui, à l'époque, est un jeune historien américain qui, dans les années 60, décide de faire sa thèse sur Raymond Lefebvre. Et c'est comme ça que les papiers se sont retrouvés dans le fond le fond Jean Métron, parce qu'il décide de faire sa thèse avec des historiens qui sont proches de Jean Métron. Voilà. Cette thèse, elle est publiée en 75. On peut toujours trouver en ligne l'ouvrage. Il n'est pas totalement épuisé. Et il y a des extraits de cette correspondance qui paraissent. Mais en fait, il n'a pas tout recopié. Donc, c'est pour ça que je disais qu'il y en a un peu plus que ça. Et puis surtout, il n'a recopié que les lettres de Raymond Lefebvre. Et pour trouver les originaux de l'ensemble de la correspondance, il faut aller jusqu'à Toruń, en Pologne, entre Gdańsk et Łódź, dans le fond de l'émigration polonaise de l'université Nicolas Copernic de Toruń, pour avoir l'ensemble du fond. Ce qui fait que pour l'instant, on a... Parce qu'il faut préciser qu'effectivement, Méla Mutter était polonaise. Hein. Voilà, alors Méla Mutter, polonaise. Pour parler rapidement d'elle, mais c'est un personnage passionnant, elle arrive en France avec son mari et son très jeune fils au début du XXe siècle. Elle fait partie donc de ces artistes étrangers de l'école de Paris, les tout premiers dans lesquels il y a des femmes, et en particulier des femmes polonaises. Son mari s'appelle Michel Muttermilk. Elle va en 1913 couper Muttermilk pour donner Mutter, donc Méla Mutter. Et elle est très vite autonome. Elle rencontre donc Raymond Lefebvre chez des amis communs en 1917. C'est très très vite une passion amoureuse qui naît entre eux. Elle va divorcer religieusement donc de son mari en 1919. Elle n'aura pas le temps d'aller avant la mort de Lefebvre jusqu'au divorce civil. Et elle est tout aussi engagée que lui du côté du communisme. J'ai retrouvé grâce à un collègue historien une lettre adressée à Pierre Daix dans les années 50 qui demandait à Aragon d'aider cette vieille militante qui était dans la misère.
en lui achetant un tableau. Et donc, il y a un achat par le Parti communiste d'un tableau de Marcel Cachin qu'elle fait dans les années 20. Parce que dans les années 20, après la mort de son amant, elle connaît un succès. Elle était déjà reconnue dès les années 10, mais à partir des années 20, elle connaît un succès comme portraitiste qui est évident. Donc, on lui doit tout un tas de portraits d'intellectuels communistes, comme Cachin, comme Vaillant-Couturier. Elle a aussi beaucoup de portraits de Lefebvre, mais elle a aussi fait le portrait de Clémenceau, par exemple. Et puis, des figures intellectuelles, des artistes, des musiciens, des artistes par exemple comme le sculpteur François Pompon. Enfin bon, si on regarde en ligne, on voit elle a vraiment fait beaucoup de portraits qui la font reconnaître et qui fait qu'elle est dans les années 20 relativement célèbre, même si donc elle va subir plusieurs pertes après celle de son amant, celle de son fils qui meurt d'un cancer des os en 1923, son père un petit peu avant. Et puis elle a plusieurs relations amoureuses aussi importantes, et notamment si on prend sa correspondance qui est encore est à Toruń, qu'elle a une relation amoureuse platonique avec le poète Rilke. Un an avant sa mort, donc elle est éprouvée par tout un tas de deuil, celui avec Lefebvre étant évidemment, et celui de son fils et celui avec Lefebvre étant les plus durs pour elle. Alors, dans ses lettres de Raymond Lefebvre, il raconte quoi, Raymond Lefebvre? Il raconte tout ce qui lui arrive ou c'est simplement une correspondance amoureuse? Alors, c'est une correspondance qui, en dehors de celles qui sont écrites pendant le congrès à Moscou, que en fait on n'a pas dans le fond de Toruń, parce que finalement on peut supposer que Mélanie Mutter les avait confiées à la presse et qu'on ne lui a pas vraiment rendu. Donc, on n'en connaît que les extraits publiés dans la presse après le décès de Lefebvre. C'est une correspondance qui démarre au printemps 17 et qui va donc jusqu'à l'été 1920, qui suit un peu le parcours de Lefebvre et de sa maladie. Puisque, je te le disais, Lefebvre est démobilisé en 17 parce qu'il est malade des bronches, et il va lutter contre une tuberculose qui va l'emporter quasiment à la fin de l'année 18 jusqu'à l'automne 1919. Et donc, on va le suivre de lieu en lieu, qui ne sont pas tous des lieux de type sanatorium. Il peut y avoir des lieux simplement de villégiature, des lieux de cure. On le suit à Thonon-les-Bains, on le suit du côté du Roussillon, on le suit vers la Bourboule, on le suit dans le Var, au Traya. Enfin bon, voilà, il y a tout un tas de parcours où les amants sont séparés, et donc c'est l'histoire d'une séparation. Parce que Mélanie Mutter, elle a besoin de travailler, et donc elle ne peut pas toujours être avec lui. Bien entendu, la maladie et la séparation et l'histoire d'amour prend une place importante dans ses lettres, mais il y a aussi d'autres choses qui sont la guerre, la fin de la guerre, la paix, avec toutes les interrogations que ça suppose, et notamment, je te parlais de la période où Lefebvre croit que Wilson peut apporter une paix durable. Et ensuite le basculement révolutionnaire avec les révolutions, l'écho des révolutions russes bien sûr, mais aussi allemandes, austro-hongroises dans les dernières semaines du conflit et dans les semaines qui suivent la paix, ou du moins l'armistice de novembre 1918 ou d'octobre du côté austro-hongrois. Et puis ensuite, eh bien, on le voit, et là on peut attendre un peu, on le voit en tant que militant qui milite peu parce qu'il est malade, mais malgré tout dans les Pyrénées-Orientales. Donc fin 18, début 19, il va essayer de monter des sections de l'ARAC, il va essayer de mettre en place donc des choses. Et puis à partir du moment où il est guéri, c'est-à-dire à partir de la fin 19 et en 1920, il va, je disais, sillonner la France, assister à des congrès et et raconter ça
son dégoût des vieux socialistes incapables de vraiment renouveler le pays dans ses lettres à Mélanéter, et qui nous raconte aussi ce qui se passe à l'arrière à la fin de la guerre, avec les problèmes de rationnement, les problèmes d'acheminement, etc. Et puis elle, de son côté, eh bien, c'est une artiste qui est engagée moins par sa peinture que par des engagements politiques. Donc, elle va donner des dessins à Clarté, la revue Clarté. Il y a les brochures de Lefebvre ou les écrits de Lefebvre publiés de façon posthume qui peuvent être illustrés par Mélanéter. On la trouve aussi dans des cellules communistes dans les années 20, parce qu'elle va séjourner dans le Midi. On a des traces comme ça dans les archives, mais il y a aussi l'artiste, c'est-à-dire qu'elle essaye de monter un groupe de femmes artistes, elle se bat un peu comme contre les marchands d'art qui essayent de profiter d'elle. Enfin bon, voilà. Donc on a vraiment, on a tout ça derrière ces lettres d'amour qui sont passionnantes, dont on a édité une partie, on a fait un choix un peu thématique dans l'ouvrage publié aux EUD, et j'espère qu'avec Eva Bobrowska, donc, qui est une historienne de l'art et amie avec laquelle j'ai travaillé sur cette correspondance, on espère pouvoir la publier dans son intégralité un jour prochain. C'est l'un des projets que je porte parce qu'elle est vraiment très intéressant. Bon, ben alors ça fera un nouveau livre dont on pourra reparler. Alors là, je vois qu'effectivement, dans les archives, tu as beaucoup travaillé dans les archives. Et maintenant, ce livre, donc, Raymond Lefebvre, La Révolution et la mort, comment il va être diffusé? Alors, en fait, il faut peut-être raconter avant, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un livre qui part d'une journée d'études qui fait partie d'une trilogie de journées d'études autour des trois fondateurs de l'ARAC et de Clarté, Barbus, Vaillant-Couturier et Lefebvre. Il y a déjà eu donc un ouvrage sur Barbus, un ouvrage sur Paul Vaillant-Couturier, auquel je n'avais pas participé. Et cette journée d'études s'est passée aux archives départementales de Seine-Saint-Denis en partenariat donc avec Paris 13 et l'IHTP, l'Institut d'histoire du temps présent, notamment avec donc l'idée à chaque fois de publier ça aux éditions universitaires de Dijon. Donc c'est sorti au printemps. Bon, ça dit parce que les éditions universitaires de Dijon sont un petit éditeur universitaire avec une diffusion relativement restreinte. On peut le commander partout en librairie sans problème, mais on ne va pas le trouver dans toutes les librairies en vitrine. Ça, c'est clair et net. Voilà. Donc, je conseille à tout le monde de le lire. Moi, j'ai appris beaucoup de choses en lisant ce livre. Et puis, bon, il en reste d'autres. Donc, j'ai vu le livre de Lefebvre, donc La guerre des soldats aussi, que je recommande parce qu'il vient d'être réédité. Et puis, un autre livre dont on parle, c'est Le sacrifice d'Abraham. C'est aussi un livre qui existe, qu'on peut retrouver. Alors, c'est un livre, je me demande si c'est pas sur Gallica, tu ne dois pas le trouver. Ah, oui. Je ne pense pas qu'il y ait eu d'édition récente. Peut-être qu'en cherchant les premières éditions, tu dois encore en trouver en ligne, c'est possible. Donc, c'est le grand roman de Lefebvre qu'il écrit pendant sa période de maladie, enfin quand il lutte contre la maladie. Effectivement, à ce moment-là. Il y a tout un tas de choses. Lefebvre a quand même écrit aussi beaucoup d'articles, et là-dessus, on peut basculer sur Retro News où une partie ont été publiées, notamment dans le Populaire et dans l'Humanité. Dans la biographie dont je te parlais de Charles Ginsburg, on a un répertoire complet. Nous, on a juste repris quelques chiffres statistiques dans notre bibliographie. Voilà, on peut le lire aussi de cette façon-là, et notamment ces contes pacifistes, on peut les retrouver dans la presse de l'époque, même si effectivement il est plus suffisamment connu pour être réédité en dehors donc de ce texte, La guerre des soldats, dont tu parlais, coécrit avec Vaillant-Couturier. Alors, j'ai commis une petite nouvelle où je raconte le naufrage dans un ouvrage dont
dont, dont évidemment j'ai envie de parler, qui a été publié aux éditions du Caïman. Alors c'est un projet porté par un ami, Patrick Amand, qui dirige la collection. Alors au début c'était des nouvelles noires, maintenant c'est un petit peu des textes qui sont au choix des auteurs. Ça peut même être des romans graphiques, des bandes dessinées, des poèmes, etc. Et donc, il y en a un qui s'intitule C'est l'anarchie, qui a été publié en 2020, pardon, où je reviens un petit peu d'une manière un peu plus romanesque sur ce naufrage dont on a parlé. Mais effectivement, ce serait intéressant de le republier. Mais je pense que sur Gallica, j'ai pas pris le temps de vérifier, tu dois trouver quelques-uns de ces textes. Sachant qu'il y a donc des textes très politiques sur l'internationale communiste, sur le manifeste dont je t'ai parlé. Donc il y a une brochure qui s'intitule Esquisse du mouvement communiste en France, avec une préface de Vaillant Couturier, qui est son discours prononcé au deuxième congrès à Moscou, qui a été publié chez Clarté, avec un beau dessin de Mélanie Terre en préface. Bon, il y a tout un tas de choses comme ça qui sont des textes très politiques. Et puis, ces textes littéraires, avec notamment aussi un texte qui pourrait mériter d'être publié, qui est L'éponge au vinaigre, qui est son autobiographie, où il revient sur son enfance, etc., et qui est publié de manière posthume en 21, qui pourrait mériter d'être réédité à l'heure actuelle. L'émission, bon, je ne vais pas la passer au mois d'août parce qu'il y a peu de monde, on la passera au mois de septembre. Oui, oui, bien sûr. Je vais la monter, puis comme ça, et puis je t'avertirai quand elle est programmée. Et de toute façon, après, nous aussi, on constitue des archives, donc elle sera dans nos archives. Très bien. Et en général, on la met. Voilà, après, on peut comme ça la faire connaître, y compris en Pologne. Ok. Voilà. L'université, enfin la bibliothèque de l'université de Toruń est favorable pour publier, pour coéditer la correspondance. Donc on cherche un éditeur français qui serait favorable à ce projet, même si moi j'ai pas eu le temps de terminer ma transcription. Et puis surtout, en fait, autant on a l'intégralité de la correspondance de Mélanie Terre parce que grâce à un projet qui s'appelle PIS, qui est dirigé par Jean Numa Ducange à Rouen, on a obtenu le scan de toutes les lettres de Mélanie Terre qu'on n'avait pas. Autant on pensait qu'on avait toutes celles de Lefebvre au départ, et c'est l'un des auteurs des articles du livre, Benjamin Lerrier, qui nous a fait comprendre qu'en fait, on n'avait pas 250 lettres, mais 317, et qu'il y en avait une partie qui n'avait pas recopié, donc Scholl-Ginsburg, qui sont en Pologne, et qu'il faudrait qu'on fasse scanner pour pouvoir les transcrire. Mais ça, c'est un projet qui sera un peu plus long parce que là, je suis dans autre chose. Je suis notamment dans l'édition des journées d'études sur André Clodo, ça va te faire plaisir. Ah, oui, oui. Qui, j'espère. Donc, il y a du travail et tu nous le signaleras. Hein, voilà, je te le signalerai. Oui, ça devrait paraître au plus tôt à la fin de l'automne, au début de l'hiver. J'espère en tout cas en 2024, ce sera paru, puisque là j'en étais au rassembler le cahier iconographique et j'attends donc le travail de révision des épreuves sur le début de l'automne.